Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet au demeurant gourmand, puisque nous allons parler des crêpes et de la fête qui s'y rapporte, la Chandeleur, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er février et demain c'est le 2 février, la fête de la Chandeleur. Alors ce sujet-là n'est pas fait pour, vous vous en doutez bien, pour faire concurrence donc à des chaînes qui proposent des émissions culinaires, des émissions gastronomiques, mais pour aborder un sujet de société de fond, donc qui peut paraître léger comme une crêpe au départ, mais vous allez le voir, qui va être beaucoup plus dense. On va essayer d'aborder, voir à travers en fait ce thème de la crêpe, mais surtout de la façon de l'agrémenter, puisque les petits gourmands retiennent en général que la Chandeleur, c'est l'heure de faire une crêpe partie et de savourer de bonnes assiettes de crêpes généralement garnies de sucre, de confiture. Et pour les plus hardis, justement, de la célèbre pâte à tartiner Nutella, et que cette consommation de Nutella eh ben, a une incidence tant sur le plan de notre santé, de l'environnement, sur le plan de la société, dans la manière dont on vit la consommation, et également sur un plan spirituel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai titré La France championne du monde de la consommation de Nutella versus spiritualité et humanité. Donc vous allez voir ça tout de suite et on va essayer d'explorer ce sujet-là par le biais, comme on a l'habitude de le faire, par le prisme aussi des astres et par notre grille de lecture, l'astrologie. Alors, on va tout de suite s'y atteler en parlant tout d'abord de la tradition et les vraies origines et les traditions de la Chandeleur. Et ensuite, on va décliner et on va certainement s'appuyer, vous verrez, sur différents documents et notamment des documents vidéo pour appuyer et étayer notre argumentaire. Alors à la base, la Chandeleur était une fête religieuse sacrée qui célébrait la présentation de l'enfant Jésus au temple. Cette festivité qui se célèbre 40 jours après Noël tire son nom du latin candela qui signifie chandelle. Alors à l'époque de la Rome antique, le 2 février était une fête en l'honneur du dieu de la nature Pan. Durant la nuit, les croyants défilaient dans les rues, des flambeaux à la main. Donc c'était la fête des chandelles. Alors la fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple 40 jours après sa naissance coïncide avec celle de la purification de la Vierge. Donc c'était une coutume courante de la vie publique et privée des Hébreux. Est venue ensuite la christianisation du peuple gallo-romain avec le déclin de son empire au 5e siècle. Alors c'est à cette époque que la chrétienté s'était réappropriée les nombreuses fêtes païennes comme Noël, avec notamment le pape Gélase Ier qui dès 472 décida de christianiser la Chandeleur qui commémorait la présentation de l'enfant Jésus-Christ au temple. Alors il y a plusieurs rituels qui entouraient cette fête pour conjurer le mauvais sort d'une mauvaise récolte et pour assurer la prospérité à la famille. Alors le premier rituel en fait reprenait celle de la fête païenne gallo-romaine qui garde les chandelles allumées, mais cette fois pour les porter à l'église. Et il y avait la seconde qui était de faire et manger des crêpes de la Chandeleur. Donc la superstition voulait que les paysans faisaient sauter la première crêpe de la main droite en tenant un louis d'or dans la main gauche. Donc la crêpe était ensuite déposée sur l'armoire de la chambre avec la pièce d'or placée à l'intérieur de la crêpe jusqu'à l'année suivante. Et l'année d'après, on récupérait ainsi la pièce dans la crêpe pour la donner à un pauvre. La troisième hypothèse qui entoure cette tradition crêpière visait à remercier les pèlerins qui se rendaient jusqu'à Rome pour y déposer leur cierge, et le pape en fait leur distribuait en guise de remerciement des crêpes. Mais avec l'avènement de notre société postmoderne, la Chandeleur, comme Noël ou Pâques et d'autres fêtes qui étaient rattachées à la religion, ne sont, comme vous le savez, aucunement tombées en désuétude, mais par contre ont été tout simplement remplacées et récupérées, pour ne pas dire dévoyées, voire perverties, en fait exclusivement commerciales et promotionnelles. Pourtant, j'ai sauté les étapes, tout cela ne s'est pas fait en un jour, les racines du processus ont commencé avec l'avènement de la République et d'une société laïque un peu plus tard, à la Révolution française, notamment à la faveur de la Révolution française et industrielle, puisque les férus d'astrologie, d'histoire le savent. Donc on avait, au moment de la Révolution française, on a jeté, à cause des guerres de religion, à cause justement aussi des excès de l'Église, du clergé qui s'était beaucoup enrichi et qui avait perverti le message divin. Donc on avait, en même temps qu'on avait décapité les nobles, on avait aussi jeté le bébé avec l'eau du bain et on avait carrément mis de côté le calendrier chrétien
et tout ce qui se rapporte à la chrétienté pour vénérer le culte, ce qu'on a appelé le culte de l'être suprême, en fait, hein. C'était le culte, hein, dédié à la République. La République, en fait, remplaçait finalement le divin, le sacré, le spirituel. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pain, le blé et le pain sacré du petit peuple, donc était une denrée, justement, hein, normalement, qui était sous garde royale, c'est-à-dire que le roi était garant de ce pain sacré. Donc, le roi s'était fait, hein, pendant de nombreuses années, à plusieurs reprises, hein, dans l'histoire, hein, au moment où on se rapprochait, hein, plus on se rapprochait de la Révolution française, hein, du XVIIIe siècle, de 1789, et plus le roi était tenté, à cause des guerres, à cause de différents problèmes financiers, hein, des comptes, déjà des comptes publics de l'État, de faire confiance aux marchands, et les marchands qui déployaient, qui avaient des trésors d'ingéniosité et d'imagination pour justement essayer de faire monter ce fameux prix du pain et tous les prix, hein, donc des denrées de base, hein. Donc, et alors que le roi était garant pour justement, pour pas que les paysans et les artisans soient voilà, victimes justement de ces montées, de cette spéculation. Donc il y a eu à plusieurs reprises dans l'histoire, donc ça vous l'avez vu au cours de nos vidéos, notamment sur nos chroniques, sur les krachs boursiers, on avait parlé de ces astuces en fait, hein, qu'avaient proposé certains financiers, notamment on avait sous la période Louis XV ou la Régence avec John Law, hein, qui avait proposé d'échanger les pièces d'or contre des billets. D'ailleurs, au moment de la Révolution française, on a parlé aussi des assignats qui sont venus remplacer l'argent, l'or, hein, en fait, hein. Donc c'était les débuts déjà de l'argent en papier. Puis il y avait également, il me semble, Turgot de mémoire, juste avant la Révolution française, donc qui avait donné des conseils qui n'étaient pas forcément judicieux, donc de libérer les prix du pain, donc au roi, donc ce que Louis XVI avait suivi, et c'est comme ça en fait que la Révolution française est arrivée, et que directement on a tout, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors forcément, il y a toujours les avantages et les inconvénients d'une situation, puisque la République et la société laïque a pu s'exonérer, voilà, solutionner un temps en tout cas les problèmes religieux, puisque de manière assez récurrente dans l'histoire, les problèmes religieux étaient récurrents, les conflits. On avait notamment l'un des épisodes les plus sanglants, hein, la Saint-Barthélemy, mais il y en a bien d'autres. Donc c'était pour mettre un terme à tout ça. Mais voilà, il faut, à mon avis, regarder bien dans le détail pour voir en fait il y avait derrière aussi des idées, on avait vu ça au cours d'autres chroniques, notamment sur les gilets jaunes, hein, puisqu'on nous cite souvent, on fait souvent cette référence-là de ce mouvement populaire des gilets jaunes avec la Révolution française, alors qu'en réalité ce serait plus en rapport avec la guerre des farines, hein, qui a eu lieu beaucoup longtemps avant, hein, c'était au XIVe siècle de mémoire, hein. Mais bon, c'est vrai que tout le temps les révolutions sont citées à toutes les sauces, hein. On parle soit de mai 68, soit de la Révolution française, en pensant que c'est le nec plus ultra, que c'était la panacée. Mais il y a des détails de l'histoire, en fait, qui ne sont pas sus, hein, et l'histoire a plus d'un tour dans son sac, et souvent doit être beaucoup plus nuancée pour comprendre vraiment le sens. Et donc là, pour revenir à notre sujet, puisque c'est étroitement lié, donc on a vu en fait, hein, que le pain sacré du petit peuple, donc une denrée est devenue en fait une denrée quelque part de spéculation, hein, le tout promu dans une société du tout rationalisme, du matérialisme, pour devenir, in fine, hein, aujourd'hui, donc cette société de consommation que l'on connaît. Vous pouvez le constater, le rituel, hein, pour s'assurer la bonne récolte du blé, donc est toujours là, mais elle a changé de mode pour devenir la publicité, et même elle a changé de main pour aller du côté de l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, vous voyez sur cette image-là, donc là, quand je dis blé, je fais aussi un petit jeu de mots, c'est-à-dire quand on parle du blé, on parle de l'argent aussi. Donc là, vous voyez que le blé s'est transformé cette fois-ci en argent, et là, c'est les publicitaires qui se sont emparés, vous voyez, de ces symboles, hein, de faire sauter les crêpes, mais par contre, cette fois-ci, c'est pour eux s'assurer la bonne récolte financière, hein, que les consommateurs, en fait, finalement, aillent bien dans les supermarchés acheter leurs produits, donc grâce à la publicité, les publicités savamment orchestrées.
D'ailleurs, on voit bien qu'avec le temps, hein, les tentatives dans l'histoire de remplacer à chaque fois les pièces d'or par des billets, ben, ils ont fini par payer finalement, et ça s'est fait finalement en même temps que ce changement de main. Donc depuis, hein, l'or a été remplacé bon, par les billets de banque, et puis là depuis l'euro, hein, d'ailleurs dont la valeur est d'ailleurs de plus en plus contestée. Aux dernières nouvelles, là vous regarderez si vous le voulez dans la presse, hein, vous verrez que la monnaie commune, en fait, elle est achetée en ce moment même à tour de bras par les Chinois et les Nord-Américains, en même temps hein, que nos biens communs. Donc ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans nos précédentes chroniques. Hein, tout ce qui est services et bâtiments publics, l'or d'ailleurs, l'or public, hein, l'or des Français, les bijoux de famille, hein, ont été vendus par deux fois, en plus à des prix très bas, alors que vous voyez les Russes et les Chinois, eux, au contraire, hein, ils font tout pour récupérer de l'or, par tous les moyens d'ailleurs, et eux, d'ailleurs, achètent même nos terres, terres cultivables, nos forêts, nos eaux. Alors d'ailleurs, cerise sur le gâteau, ou devrais-je dire plutôt noisette de chocolat sur la crêpe, hein, une grande partie de notre bon vieux peuple continue à faire comme si de rien n'était et à tartiner, sourire aux lèvres, autour d'une bonne tablée, sa crêpe, avant de les enfourner et même de les dévorer. Alors j'exagère, hein, il y a quand même bien entendu des gens hein, qui de plus en plus s'éveillent et même protestent, se révoltent. Donc, d'ailleurs, il y a bien nos amis les gilets jaunes, donc ils protestent hein, qu'on leur enlève le pain de la bouche. Donc on n'en est même plus aux crêpes à ce niveau-là. Encore que même parmi cette population, donc, qui fait partie des plus pauvres de France, donc l'industrie est parvenue tout de même à les cibler et les faire acheter hein, pendant des périodes de grande promotion exceptionnelles. En direct de Intermarché, les gens sont fous. Les gens sont fous. Mais pourquoi, monsieur, ils sont en train de se battre? Pour du Nutella, monsieur. Oui, pour du Nutella. C'est une plaisanterie. Je sais pas. Là, vous venez de voir les images hein, de la fameuse cohue dont on va reparler tout à l'heure, hein, qui a eu lieu l'année dernière, le 25 janvier 2018, hein, où il y a eu cette super promotion du Nutella. Donc là, c'est vrai que dans un centre commercial, je crois que c'était Intermarché, et c'est vrai que la société Ferrero, qui confectionne hein, sa très précieuse pâte à tartiner, ne manque en effet pas une occasion de faire la promotion du Nutella, particulièrement en cette période, la Chandeleur, et même toute l'année. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que les Français sont champions du monde du Nutella. Là, vous êtes sur un site qui s'appelle le Planétoscope, où vous voyez d'ailleurs la consommation, hein, l'état de la consommation du Nutella en chiffres. Et donc, c'est pour ça que depuis hein, son arrivée sur nos tables en 1966, puisque c'est à partir de ce moment-là que le Nutella a commencé à être commercialisé en France, donc la France, hein, qui compte pourtant moins de 1% de la population mondiale, représente 26%, donc c'est énorme, un quart hein, de la consommation à l'échelle globale, hein, sur le plan mondial au niveau du globe, donc du Nutella. Donc ça fait quand même 84 000 tonnes par an, donc c'est considérable. Donc c'est du 2,7 kg de Nutella par seconde. Donc là vous voyez défiler d'ailleurs donc voilà, le chrono. Qui comptabilise hein, le nombre de pots de Nutella, donc 230 tonnes de Nutella, soit 1 million de pots vendus chaque jour hein, en France. Donc c'est énorme. Alors là, nous sommes sur un article de Ouest France, donc du 22 novembre 2018. Hein. Donc Nutella, Leclerc fait une promo à 80%, une offre vraiment légale, point d'interrogation. Vous voyez que le 22 novembre, ça correspondait bien à cette période hein, où le début des Gilets jaunes, hein, ce mouvement battait son plein. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien d'étonnant. Hein. Donc une promotion sur la pâte à tartiner la plus célèbre de France, hein, qui est présentée en pot. Alors tout dépend des formats, mais là, il vous la présente en ce moment en pot de 950 grammes, parce que je crois qu'il y a 20% en plus gratuit. Donc pour 1,49 €, donc ça a provoqué des émeutes hein, dans une des régions les plus pauvres de France, donc notamment le Nord-Pas-de-Calais, qu'on appelle aujourd'hui le Haut-de-France, donc ce fameux 25 janvier 2018. Donc vous verrez tout à l'heure astrologiquement pourquoi aussi, puisque là maintenant, donc là il y a des promos qui sont faites, hein, qui sont assez importantes, même autant, voire même plus, puisque là on parle de 80%, donc c'est-à-dire que c'est même au-delà, et il n'y a plus eu là autant
de cohue en tout cas, parce qu'on n'en est pas encore, nous, aux émeutes, parce qu'ils ont parlé d'émeutes, mais bon, on a bien vu qu'il n'y avait pas encore, alors il y a eu quelques, je crois qu'il y a eu des gens qui ont filmé où il y avait des empoignades, mais c'était pas encore aussi violent qu'ailleurs, outre-Atlantique notamment, hein. Donc c'est vrai que pour ces populations donc, qui ont un faible pouvoir d'achat, donc ce produit de luxe, un bradé, donc c'était forcément une aubaine hein, pour pouvoir offrir à leurs enfants leur pâte à tartiner préférée, un temps vanté par la publicité pour le goûter. Donc en réalité, bon, ben, ce mouvement de foule, pour un produit d'appel qui n'est même pas une denrée de première nécessité, a révélé, selon moi en tout cas, un problème bien plus profond qui couve depuis des décennies et qui dépasse la simple question du pouvoir d'achat des plus pauvres d'entre nous. Alors on est à peu près sûr hein, qu'on pourrait retrouver les mêmes types d'émeutes, voire même encore plus importantes hein, chez les catégories beaucoup plus favorisées si d'aventure l'une des célèbres marques, par exemple de téléphonie mobile, cassait les prix aussi fortement sur son dernier téléphone portable high-tech. Hein, il suffit de voir comment ça se passe chaque année lors des Black Friday aux USA où l'ultra-néolibéralisme est roi. Donc là c'est bagarre générale et coup de poing à son voisin hein, qui veut s'emparer du dernier téléviseur en solde. Donc ce phénomène commercial hein, du vendredi noir est malheureusement en train de s'implanter depuis quelques années dans l'Hexagone. D'ailleurs, on voit que c'est toutes les fêtes commerciales là, comme ça, comme le Black Friday, on le vend en poupe hein, en France. Hein. On a même d'ailleurs, je ne vais pas parler d'Halloween, mais on pourrait aussi en parler. C'était une fête païenne, à l'origine une fête pardon, celte, et qui, pareil, fait l'objet aussi d'une marchandisation et de beaucoup de publicité. Donc pour pouvoir justement vendre à nouveau, hein. Donc en fait, on est tout le temps des fêtes commerciales en fait qui jalonnent toute notre année, voilà, sans parler des soldes. Donc tout ça, en fait, hein, ça s'inscrirait dans un succès croissant. D'ailleurs, selon le Parisien dans son édition alors c'était du 26 octobre là, 2018. Donc vous avez, il vous indique en fait que 118 euros, donc c'est le panier moyen d'un acheteur français durant le Black Friday 2017, ce qui n'est pas négligeable. Il y aurait 1400 produits qui s'écouleraient par minute, hein, c'est la cadence moyenne à laquelle Amazon a écoulé ses produits hein, durant le Black Friday 2017, donc un nombre qui est quand même en hausse de 40% par rapport à 2016 et qui pourrait s'avérer encore plus élevé en 2018. Et vous avez également 42,8 millions d'euros, c'est le nombre de paiements par carte, pardon, je vous ai dit euros, c'est 42,8 millions tout court, hein, le nombre de paiements en fait qui sont effectués en carte bancaire lors des journées du Black Friday. Alors si vous naviguez un petit peu sur Internet, vous verrez que les Français, hein, souvent il y a plein de titres comme ça, les Français accros là, à la consommation. Alors ça c'est un article qui date de 2009, mais vous en avez d'autres, accros aux médicaments, accros au snacking. Donc le snacking c'est un terme barbare là, qui vient des États-Unis, donc qui démontre bien en fait que les gens aussi n'ont plus le temps de déjeuner, de manger en fait un vrai repas, de prendre le temps de cuisiner à cause de cette vie trépidante, de cette vie où voilà, les rythmes sont extrêmement décousus et les gens n'ont pas le temps de manger alors qu'on est paradoxalement dans le pays de la gastronomie, le pays où il est censé faire bon vivre et où on a l'art de vivre puisque à la télé, ben, on n'arrête pas de nous montrer d'ailleurs hein, cet art-là à travers des grands cuisiniers qui vous concoctent d'excellentes recettes qui donnent l'eau à la bouche, mais dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Les Français n'ont à peine le temps de prendre leur petit déjeuner et le déjeuner, ben, ils sautent les repas et donc du coup ils se rabattent sur des produits hein, souvent de très mauvaise qualité en termes nutritionnels et donc voilà tout est lié. Donc là on voit bien que nos concitoyens ben, ont l'air vraiment un petit peu comme les Américains devenir de plus en plus accros à la consommation. Alors après, on pourrait se dire, après tout, qu'y a-t-il de mal hein, à consommer et à maximiser son plaisir? À la base, hein, c'est pas une tare. Hein, il est humain de vouloir ce qu'il y a de meilleur pour soi et ses proches, avoir le nécessaire et même l'abondance hein, pour chaque personne vivant sur Terre. Normalement, ça devrait être légion. Donc vous allez voir qu'il y a un phénomène, en fait, on en a déjà parlé hein, quand on a évoqué notamment Uranus en taureau, le transit d'Uranus en taureau, on a bien dit hein, qu'il allait avoir d'importants changements, donc changement d'Uranus, hein, des révolutions même au niveau de notre mode de consommation. On a vu d'ailleurs différents articles parler de déconsommation, donc, et on nous pousse d'ailleurs hein, de plus en plus à
moins manger de viande, moins, quelque part moins consommer, puisque on nous dit que sur la Terre, c'est vrai, il y a une surconsommation, hein, et d'ailleurs, en plein milieu de l'année, on s'aperçoit que la Terre est déjà à crédit hein, par rapport à ses ressources naturelles. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a une mauvaise allocation, c'est-à-dire qu'en fait, on mange ou on consomme des produits qui sont négatifs, qui sont pas bons, qui viennent enrichir souvent les industriels, mais qu'on ne mise pas assez sur justement des denrées en fait finalement de base, des aliments sains et voilà des choses finalement classiques, hein. Donc le blé, encore que le blé a été énormément modifié hein, ces dernières années. J'ai fait d'ailleurs un petit article, il y en a d'autres qui en ont fait un là-dessus sur le gluten notamment. Un jour on pourra en reparler, donc qui est pas très bon, voire même extrêmement néfaste hein, pour la santé. Mais voilà, tout est concentré sur finalement l'achat de produits, le gaspillage. Il y a un déséquilibre en fait qui est créé, et d'ailleurs ça rappelle forcément cette citation du Mahatma Gandhi, donc il disait il y a une suffisance hein, dans le monde hein, pour les besoins de l'homme, mais pas pour l'avidité de l'homme. Et là, cette avidité-là, eh ben, elle est représentée à la fois par les industriels, mais également aussi par certains consommateurs voilà, qui foncent tête baissée et qui ne se rendent pas compte en fait finalement que cet acte d'achat n'est pas si anodin. Alors si on revient à notre fil rouge, hein, la célèbre pâte à tartiner hein, de Ferrero, donc les ingrédients sont si gourmands et croquants au palais, comme ça c'est vrai quand les gens le mangent, hein, donc il est difficile de résister. Pourtant, nous avons vu justement dans cette séquence promotionnelle hein, qui a tourné à l'émeute que ce produit a soudain transformé euh, donc des braves êtres humains en des bêtes furieuses. Encore que sur cette séquence-là, donc comme je vous le disais, hein, c'est pas non plus hyper flagrant. Il n'y a pas de quoi non plus si on compare par rapport aux États-Unis, où là vraiment, par contre, là on en vient carrément aux mains. Mais en tout cas, on a bien vu par contre qu'ils étaient capables d'oublier toute convenance et tout respect pour son prochain. D'ailleurs, vous avez vu le jeune homme là qui, d'ailleurs, je crois qu'il imitait, il me semble, Jamel Debbouze. Donc, disait qu'il était estomaqué, puisqu'il était sur place. Donc là, il a bien vu hein, le comportement des gens. Donc, ce qui provoquerait alors ce comportement inhumain serait dû en fait à la stimulation d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Donc, les industriels et les scientifiques ont découvert de longue date, semble-t-il en tout cas, les ressorts et fonctionnement du comportement humain. Hein, ils sont capables à foison, pour leur intérêt financier, de créer des besoins artificiels qui ne trouveraient finalement satisfaction que par l'acte de consommer et qui, à l'inverse, semblent rendre les gens dépressifs, hystériques, avec des comportements violents lorsqu'ils n'ont pas l'objet de leur convoitise. Alors la question qu'on peut se poser, c'est serions-nous hein, dans une société où on n'a plus de citoyens, on a de moins en moins d'humains, mais plutôt de consommateurs. Alors je vais vous diffuser deux extraits de reportages donc, qui vous parlent de la dopamine et de l'acte en fait de consommer. Voilà, donc il dépasse en fait hein, le cadre forcément du Nutella qui finalement concerne tous nos actes d'achat, nos actes de consommation, mais même au-delà. Tout simplement de consommer plus que de n'apprécier le moment. Elle ne fait qu'en demander encore plus. Et les contenus qu'elle regarde peuvent donc à un moment donné être considérés comme une drogue. Et je sais que si vous ne vous reconnaissez pas dans cette addiction, vous connaissez alors au moins l'une de ces nombreuses personnes qui sont totalement accros à ce qu'il se passe sur la toile ou à propos d'elles-mêmes dans les likes ou les commentaires. Leur addiction a grandi grâce au plaisir apporté par ce qu'elles consomment sur Internet. Cela commence doucement, si elles n'y avaient jamais mis les pieds auparavant, ou brutalement si leurs parents leur mettent entre les mains une tablette dès leur plus jeune âge. Dans les deux cas, dès le premier shoot de ces vidéos, ou jeux pour enfants, le cerveau reçoit de la dopamine. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good. Je m'explique. La dopamine est un neurotransmetteur sécrété par notre cerveau. En utilisant des termes très simples pour comprendre ce qu'est cette fameuse dopamine, il vous suffit d'imaginer le plaisir que vous avez en regardant une excellente série, par exemple. À chaque épisode, vous êtes pris par l'intrigue, par l'univers, les personnages. Vous attendez le prochain rebondissement. Ce prochain rebondissement génère en vous de l'attente, de l'excitation, du plaisir. C'est la dopamine qui se balade déjà dans votre système nerveux. Elle vous offre du plaisir et vous pousse à continuer.
Et ça, producteurs, cinéastes, directeurs de la communication, toutes les personnes dans le marketing le savent. Votre dopamine devient donc l'arme de ceux qui tentent de vous manipuler. Alors on amène ce rebondissement. Where's the rest? The money, Skylar. Where is the rest? Skylar, where is the money? I gave it to Ted. Et vous voilà à présent récompensé par votre série d'un nouveau shoot de dopamine. Cette dopamine est la molécule qui vous aide normalement à vous construire car elle structure vos habitudes en fonction de votre plaisir. En gros, elle vous aide à automatiser des gestes ou des façons de penser. Mais pour forger nos habitudes, la dopamine a besoin d'être sécrétée de façon répétée sur la même tâche. Si nous continuons notre quête du plaisir sur le même sujet, notre dopamine en fait une habitude, voire même une addiction. Et c'est exactement ce que les séries, leurs plateformes comme Netflix, les programmes YouTube, la pornographie, le like ou la notification génèrent en nous une demande toujours plus forte de dopamine face à une offre illimitée. C'est une addiction. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. But everybody else has to soul search a little bit more about what you're willing to do because your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. Je reviens donc à la musique et au rythme. Les gens doivent comprendre. Utilisez-vous votre smartphone ou il vous utilise? Pouvez-vous le poser, l'éteindre? Si vous ne lisez pas les journaux, vous êtes désinformé. Si vous les lisez, vous êtes mésinformé. Alors, que faites-vous? C'est une bonne question. Quelles sont les conséquences sur le long terme de trop d'informations? Une des conséquences est le besoin d'être le premier et non plus la vérité. Alors, quelle est votre responsabilité à vous tous? De dire la vérité. Pas seulement d'être le premier, mais de dire la vérité. Nous vivons dans une société dans laquelle il faut toujours être premier, peu importe. Balancez tout et vite. On se fout de savoir qui ça blesse, qui ça détruit. Si c'est vrai, balancez tout pour vendre. Ma plus grande préoccupation, c'est l'accès immédiat aux réseaux sociaux et aux smartphones, pour être franc. Car ces éléments ont leur biologie propre. Ils sont tout aussi addictifs que l'alcool, la nicotine et les jeux d'argent. En ce moment même, une famille est en train de dîner dans un restaurant, non pas en train de profiter de la compagnie des uns et des autres, mais chacun dans son monde, le regard fixé sur un écran, ignorant ainsi complètement leur famille. C'est-à-dire maman, papa et les enfants qui font tous pareil, pendant qu'ils continuent à manger. En ce moment même, un jeune enfant vient de recevoir son premier iPhone. Il apprend à taper, sweeper, en barrant dessus. 92% des enfants de 2 ans jouent aux jeux vidéo. Parce que c'est ce que leurs parents leur mettent sous les yeux de leurs enfants, si précieux, pour qu'ils se divertissent et qu'ils restent calmes. C'est votre vie maintenant, sans comportement naturel. Les gens portent des vêtements qu'ils ne veulent pas vraiment porter, ils font des choses qu'ils ne veulent pas réellement faire, et ne sont pas inspirés. C'est ça le problème avec notre société. Et quelle est la récompense pour tout ça? Rentre chez toi et tu auras une grande télé. Une nouvelle ceinture qui brille. Tu auras un joli sac et des chaussures que tu ne pouvais pas t'acheter la semaine dernière. Tu auras cette voiture de rêve et chaque semaine, nous courons après ce nouvel objet. Et chaque semaine, on remplit ce trou dans ce semblant de vie qui nous reste après le travail. Vous travaillez 8 heures par jour et plus avec les déplacements. Et vous finissez comme ça. Et ça, c'est votre vie. Ça, c'est votre putain de vie. Tout le reste, ce n'est plus votre vie. Tout le reste, c'est le travail. Et la plupart d'entre nous y sommes attachés. Je sais que ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Et nous comprenons que c'est un piège, car nous nous en sommes sortis. Mais pour les gens encore pris au piège, souvent ils ne les voient même pas. Ils considèrent juste qu'ils ont un bon job, qu'ils ont une bonne mutuelle, ça marche bien pour moi, j'ai ma propre place de parking avec mon nom dessus. Vous n'êtes qu'une pièce dans une machine sans cœur qui fait de l'argent. Tous ces enfants qui sont allés à l'université, parfois à des prix exorbitants qui ne peuvent même pas travailler chez Starbucks, tous ces gens qui risquent leur argent dans la bourse et qui ont investi dans l'immobilier en 2008 et qui ont tout perdu, ne laissez personne se foutre de vous en vous promettant des garanties qu'il y a une voie sûre. La tribu mondiale est le pire chemin, selon moi, c'est ce que je pense,
vous passez vos 80 dernières années de votre vie à faire ce qu'on vous dit de faire, sans avoir jamais réellement vécu ou produit quelque chose d'unique. Si tout le monde prend ce chemin, prenez l'autre chemin. Nous savons maintenant que la plupart des sociétés de réseaux sociaux recrutent des ingénieurs spécialisés qui appliquent les principes des casinos de Las Vegas, entre autres, pour essayer de rendre leurs produits aussi addictifs que possible. En Corée du Sud, l'addiction à Internet est classée comme l'alcool, les cigarettes et les jeux d'argent comme une addiction. Tout est une question d'équilibre, ils ne sont pas mauvais en tant que tels. Envoyer des SMS sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est le déséquilibre. Si quelqu'un prend toujours son téléphone partout où il va, qu'il ressent de l'anxiété physiquement quand il le pose, quand il est avec ses amis et qu'il a besoin de le regarder sans cesse tout en étant avec ses amis, qu'il se réveille le matin et qu'il regarde son téléphone avant même de dire bonjour à la personne dans son lit, alors ce sont des problèmes, il y a alors un déséquilibre. Je ne condamne pas le téléphone. Ce que je dis, c'est que nous devons comprendre. On doit vraiment se poser la question. Partout dans le monde, peu importe où vous êtes, qu'est-ce que c'est en train de faire de nous? Vous avez vu que ce problème de consommation dépasse le cadre justement du simple fait de déguster voilà, une crêpe avec du Nutella dessus, donc ça va bien au-delà. Et donc c'est vrai que cette consommation, ces pulsions, ces fantasmes créés avec la publicité autour de la consommation, en fait, sont là pour combler un vide intérieur, le vide dont on a été, quelque part, notre société a été dépossédée, pour de bonnes raisons, sans doute, au départ, mais là on voit que ça va vraiment vers l'excès, puisque ce vide intérieur, ce manque de spiritualité, finalement, nous conduit dans l'abîme, de manière sur le plan individuel, mais également sur un plan collectif. C'est vrai qu'on a souvent tendance à opposer, à rendre antagonistes deux notions qui effectivement sont a priori opposées, le matérialisme et la spiritualité. Et en réalité, vous allez voir que ces deux notions-là, à notre époque, sont reliées, sont en train d'être reliées de plus en plus. Donc je vais essayer de vous en faire, mais vraiment de manière très courte, la démonstration. On pourrait bien sûr étoffer beaucoup plus, mais on reviendra après à notre fil rouge, le Nutella. Alors depuis toujours, les grandes traditions et les philosophies spirituelles ont affirmé que toutes les consciences humaines, animales, végétales sont reliées les unes aux autres et que la Terre a sa propre conscience. Donc la Terre, c'est la mère pour les uns, Gaïa pour les autres. Ce concept a été repris par différents penseurs. Et c'est vrai qu'il y a eu des chercheurs aussi qui ont essayé en fait de tenter une expérience en 1998 notamment. Il y avait une quinzaine de chercheurs qui ont été disséminés à travers le monde avec une intention bien précise de mesurer en fait qu'à chaque fois qu'il y a un déclenchement d'un événement, en fait il y a une émotion collective qui émane. Et donc l'expérience consistait justement à l'enregistrer par tout un système en fait très sophistiqué, un process de machine en simultané, donc qui confirmerait l'existence d'un champ psychique planétaire qui entourerait en fait finalement la Terre, ce qu'on appelle la conscience globale. Alors ils l'ont d'ailleurs intitulé comme ça en anglais, conscience globale. Alors les premiers tests ont donné des résultats immédiats. C'est ainsi par exemple que lors des événements comme les funérailles de Lady Di, c'est vrai, qui ont suscité beaucoup d'émotions. Donc les appareils qui se trouvaient aux États-Unis, en Chine et en France ont enregistré des variations du champ psychique. Au cours des 3 années également qui suivent, le Global Consciousness Project, donc c'est le fameux projet, a pris une ampleur inespérée. Donc l'appareil obtient un titre de propriété industrielle. Donc ce fut une grande première dans l'histoire de la parapsychologie. Donc à la fin de l'année 2002, donc ce parc, ils appellent ça les eggs comme en anglais, les œufs en anglais. Donc sera passé en fait avec de 40 en fait à 60 machines. C'est-à-dire qu'ils ont évolué dans le processus. Ils ont rajouté des machines en plus. Donc voilà en gros l'expérience
Hein, c'est une sorte d'électroencéphalographie, c'est un peu dur à prononcer, hein, de notre planète. Donc il montre bien qu'en fait on est connecté, et là on voit bien la relation étroite finalement entre matérialisme, entre progrès technique, d'accord? Donc il permet finalement de mesurer, voilà, donc quelque chose de psychique, quelque chose qui est spirituel, des émotions. Donc là on retrouve bien finalement le lien entre Uranus, qui symbolise, hein, pour les passionnés de l'astrologie, vous le savez, donc les nouvelles technologies, le progrès, les processus, justement les concepts modernes, les concepts d'anticipation. Et puis Neptune, qui est la planète, hein, des émotions, la planète de la sensibilité, de la spiritualité, la planète qui est rattachée à l'âme, qui est rattachée au monde animal aussi, qui est rattachée à cette conscience que nous avons et cette liaison qu'il peut y avoir avec le divin. Donc après, quel que soit bien sûr, hein, là je parle vraiment de spiritualité et pas de religion, donc c'est-à-dire d'avoir en fait une foi en l'humain quelque part. Et donc vous allez voir aussi que ça s'est matérialisé par rapport à cette date fatidique de 1998, mais il y en a bien d'autres à chaque fois, où il y a eu ce rapprochement sur le plan céleste entre justement Uranus et Neptune. Nous sommes sur la carte du ciel du mois de février. Alors j'ai laissé le mois de février, j'aurais pu mettre janvier, 1er janvier 1998, hein, justement, hein, parce que j'ai pas retrouvé la date exacte du début de l'expérience, mais là on retrouvait justement cette conjonction-là entre Neptune et Uranus. Hein. Neptune qui amorçait son transit en Verseau, et Uranus, donc, qui était déjà, hein, dans son domicile en Verseau. D'ailleurs, c'est cette époque-là où on a vu l'accélération des nouvelles technologies, du tout numérique, hein, de la téléphonie également mobile, également des médias. Hein, c'est là où on a vu apparaître les premières téléréalités dans le début après des années 2000, et notamment on a vu aussi l'explosion d'Internet. Hein. Internet, donc qui matérialise, où on a Uranus, la planète du modernisme, hein, des nouvelles technologies, tout ce qui tourne autour du high-tech, hein, des ordinateurs, et Neptune, hein, la conscience collective, donc qui a permis finalement de réaliser le rêve à travers donc, cette évolution, ce progrès technologique, le rêve de tout être humain qu'on a eu, hein, dans le passé. Nos ancêtres, en tout cas, c'était d'arriver à communiquer, même de manière télépathique, grâce finalement à la pensée, quoi, hein, c'est-à-dire d'avoir cette communication télépathique, sauf que là, le rêve s'est réalisé quelque part par l'avènement justement d'Internet, donc qui permet finalement de communiquer grâce à nos outils, grâce à nos machines, par la pensée, en tabulant bien sûr sur nos ordinateurs, avec des millions d'âmes. Donc la collectivité, donc on a ces deux planètes-là qui sont collectives, qui ont une dimension collective, donc qui se sont retrouvées en conjonction. Alors après, en réalité, sur le moment, forcément, ça a permis un progrès, ça a permis un engouement, donc qui y a en ce moment des effets pervers, et là on le retrouve avec Neptune, notamment Neptune qui est en ce moment en Poisson, hein, donc qui parle d'addiction. Donc vous avez vu, hein, donc Neptune c'est la planète des addictions aussi, c'est la planète de la spiritualité, mais quand elle est dévoyée, quand elle est mal aspectée, ça devient aussi une planète qui pousse les gens finalement à être accros comme ils seraient accros à l'alcool, à la drogue. Donc là on retrouve bien Neptune. Donc Uranus, hein, donc était en Verseau, donc a permis ce bond en avant. Aujourd'hui, comme vous le savez, Uranus est sur le point de franchir le Rubicon, donc la frontière entre le Bélier et le Taureau, et donc il va former finalement un carré avec, si on reste sur la carte du ciel de cette période-là, avec cette période où il y a une contre-révolution quelque part qui est en train de se passer, puisque les gens sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de perdre la liberté, l'espace de liberté qu'on avait en ayant justement accès à Internet, hein, qui nous a enthousiasmés, donc qui nous a excités, avec Uranus, qui est une planète effectivement qui a tendance à exciter les sens, donc certainement aussi le système nerveux central, vous voyez, Uranus qui gouverne bien le système nerveux central, donc la fameuse dopamine dont on parle. Donc Uranus est en train de nous prendre à contre-pied, et là les gens se rendent compte en fait finalement que Internet, ça a été aussi offert sur un plateau d'or par les élites, c'est-à-dire Uranus, la planète des capitalistes, la planète des élites capitalistiques quelque part, et qui sont bien sûr associées avec tout ce qui est nouvelles technologies, pour nous offrir en fait cette possibilité-là, via nos téléphones, via Internet, aussi pour contrôler nos pensées quelque part, pour savoir en fait, parce qu'en se déversant sur la toile, hein, tout ce temps qu'on est, hein, même là je fais cette vidéo-là, ça va être analysé
progressivement par l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est en train de se matérialiser, hein. On a eu toute la période, donc depuis, voilà, depuis un moment, hein, il y a des chercheurs qui travaillent dessus, et là on arrive sur un cycle où il y a Uranus qui est en train d'arriver en taureau, le signe du matérialisme, le signe de la concrétisation, donc il est en train de concrétiser justement donc l'intelligence artificielle. Et on verra qu'autour du mois de juillet, si tout va bien, si on est encore là en 2025, et surtout après 2026, parce qu'il y aura les premières incursions le 8 juillet, donc dans le signe du Gémeaux, le signe de l'intelligence. Donc là, on aura certainement l'intelligence artificielle qui aura pris vraiment le pouvoir quelque part. Donc là, attention, donc là, on aura l'occasion certainement d'en reparler quand on parlera aussi de Pluton, hein, qui arrive dans le signe du Verseau, pour vraiment analyser et ressentir aussi tous les... Donc ça, ce sera en 2023, donc autour du 23 mars 2023. Donc d'ailleurs, Pluton qui commence à se rapprocher, donc il commence certainement un petit peu à nous réveiller, aussi à régénérer cette peur là, de perdre la liberté, puisque c'est le signe de la liberté. Donc Pluton va mettre le focus là-dessus. Donc j'aurai l'occasion de m'exprimer un peu plus longuement ultérieurement sur cette question-là. On revient à notre fil rouge, hein, le Nutella. Donc pendant que nos compatriotes, hein, les plus pauvres, se bastonnent, hein, pour un pot de Nutella en promotion et que d'autres plus aisés, hein, dévorent devant leur téléviseur, leur pâte à tartiner, carrément même à la cuillère, hein, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère, il y en a qui vont directement à la cuillère, et ils ne voient pas une réalité bien plus sombre qui se cache derrière les secrets de la confection de ce best-seller du goûter des enfants. Donc alors dire que tous les enfants aiment le Nutella, oui sûrement, sauf ceux qui sont réduits en esclavage pour le produire. Donc en 2016, hein, pour accroître les bénéfices, Ferrero, le géant du chocolat, propriétaire de Nutella, est allé jusqu'à tirer profit, hein, de l'asservissement de pauvres enfants arrachés à leur famille et vendus aux plus offrants. Donc, et on a même vu que des enfants pouvaient travailler gratuitement dans des conditions extrêmement dangereuses, hein, pour ces firmes-là. Donc là, vous avez différents... alors là, ce site-là, c'est sain et naturel, donc il vous parle de cette exploitation-là des enfants. On voit bien que le plaisir que certains peuvent avoir à déguster ce chocolat en pâte, hein, Ferrero, semble avoir un prix, celui de la vie des tout-petits, hein, des pays les plus pauvres. Alors là, j'ai passé, c'était une petite information d'une organisme qui s'appelle SumUp, qui fait souvent des pétitions, donc ils mettent la pression sur ces industriels-là. Donc là, on avait Nestlé aussi, après tout, je cite beaucoup Ferrero et Nutella, ils ne sont pas les seuls. Donc comme ça, tout le monde... subit aussi notre critique, quelque part, il n'y a pas de raison. Et donc, vous voyez, il y a de nombreux reportages, hein, donc, qui ont montré que les enfants et travailleurs étaient sous-payés et exploités pour ramasser du cacao. Donc là, vous en avez, si vous le voulez, sur YouTube, notamment, Travail des enfants, le goût amer du chocolat. Il y avait eu un scandale qui avait éclaté concernant Ferrero, avec leurs produits dérivés Kinder, puisque comme vous le savez, dans les Kinder Surprise, donc ils font autant plaisir à nos enfants, nos chères têtes blondes, les petits jouets, là, en fait, étaient assemblés par de petits enfants roumains. Donc vous voyez, c'est carrément au cœur de l'Europe, là, cette fois-ci, c'est même plus en Afrique ou ailleurs. Et donc ces enfants-là travaillaient, paraît-il, 13 heures par jour. Donc c'est des révélations qui sont sorties par le célèbre tabloïd britannique The Sun. Donc il affirmait, et donc Ferrero a dû essayer en tout cas de faire une communication pour se défendre et à montrer en tout cas une certaine bonne volonté pour justement
je dirais, essayer de garder une certaine image de marque, en tout cas essayer de la restaurer ou de la redorer, mais après il faut voir, il faut le suivi derrière, puisque c'est toujours facile effectivement d'avoir après derrière une communication contradictoire, mais s'il n'y a pas derrière la presse libre, en tout cas en France, hein, on a pu le voir qu'elle l'est de moins en moins, et pour les raisons qu'on a déjà évoquées, et certainement aussi dans d'autres pays, mais en France tout particulièrement, puisqu'on a déjà vu que la France était classée par Reporters sans frontières dans les entre 39 et 42e mondial, donc c'est pas glorieux pour le pays des droits de l'homme et dit de la démocratie d'avoir des journalistes en fait qui sont pas libres de leur mouvement pour pouvoir vraiment sortir des affaires fâcheuses et pour pouvoir mettre la pression à ces industriels-là, pour informer l'opinion, pour que l'opinion justement mette la pression, pour pas qu'il y ait sans arrêt aussi des pétitions qui viennent finalement, au bout d'un moment, qui deviennent contre-productives, puisque en fait les gens sont assaillis de pétitions et au bout d'un moment, les gens n'y font plus attention, alors que normalement une pétition ça doit être exceptionnel et que c'est plutôt les pouvoirs publics qui doivent assurer voilà, le bien de mener une politique hein, conforme à l'intérêt collectif et non pas l'intérêt individuel de certaines firmes. Que dire hein, du respect de notre écosystème, la faune et la flore? Donc côté environnement, respect de la faune et de la flore, ben, la multinationale n'a jamais renoncé à utiliser de l'huile de palme dans sa recette alors que cet ingrédient est dévastatrice hein, pour l'environnement, puisque pour planter des palmiers à l'huile, il faut détruire des forêts comme Bornéo en Asie du Sud-Est, donc qui est considéré comme le deuxième poumon de la planète avec l'Amazonie, mais aussi qui est un habitat pour de nombreux animaux hein, qui vivent un véritable calvaire au point d'être en phase d'extinction, comme les orang-outans ou les éléphants. Tout le monde a en mémoire hein, ce pauvre orang-outan se battant contre un bulldozer qui déforeste son lieu de vie. Donc cette image, vous l'avez vu, elle avait fait le tour du monde et ému de millions de personnes. Alors si nos pauvres animaux déjà en voie de disparition ne sont pas chassés de leurs palmiers, hein, qui produit cette satanée huile de palme, qui sert à confectionner la pâte à tartiner des tables familiales, les produits chimiques et autres pesticides hein, pour assurer la récolte donc des industriels, ont souvent raison d'eux. Alors en réalité, hein, toutes ces firmes-là, ces types de firmes toutes puissantes et qui deviennent de plus en plus monopolistiques, sont le syndrome d'un pouvoir extrêmement inquiétant qui devient de plus en plus autocratique et qui produit de plus en plus, qui creuse, hein, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça date, hein, mais c'est vrai que les injustices dans le monde deviennent de plus en plus cruelles. Et, et donc ça s'incarne à travers des firmes comme McDonald's, aussi Coca-Cola, et bien d'autres. Hein, là, vous avez les logos de nombreuses sociétés voilà, qui n'ont pas toujours un comportement des plus respectueux sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan éthique, dans le respect aussi des droits, de la manière dont on traite aussi les humains. Mais là, voilà, si on parle vraiment donc aussi de notre démocratie, puisque en fait ces multinationales, quelque part, elles gouvernent, et elles sont même capables, non seulement elles gouvernent et elles font taire, et même bien plus encore, hein, des ministres élus, ou en tout cas des députés, mais surtout voilà, des dirigeants politiques hein, qui sont censés justement représenter les intérêts de la collectivité. Illustre exemple, hein, cette capacité justement à mettre la pression à nos politiques, c'est par exemple le cas de Ségolène Royal, donc qui est réputée normalement pour avoir la fibre verte, voilà, en tout cas c'est comme ça qu'elle se présente, donc on a vu par exemple que le 16 juin 2015, à l'époque où elle était sous le gouvernement, d'ailleurs elle était ministre de l'écologie, donc elle s'en était pris au Nutella justement, hein. Donc elle avait accusé le Nutella de déforestation, et je crois qu'elle avait même parlé de santé, et puis le lendemain, sous la pression, donc elle avait cédé, d'ailleurs vous voyez l'article, hein, cède aux pressions du géant Ferrero, donc, et le chantage, en fait on nous parle dans Charente Libre hein, du chantage de Nutella, donc la firme Ferrero, donc c'était exaspéré, il y a eu une colère, et donc Ségolène Royal a dû s'excuser, comme vous pouvez le voir, sur les différents titres d'articles, donc 1000 excuses à Nutella, donc Ségolène Royal décroche la palme, hein. Donc des renoncements, hein, et c'était pas la première fois d'ailleurs qu'elle le faisait, puisqu'elle l'a déjà fait sur l'enfouissement des déchets, où on a vu qu'elle avait fait une sortie, et puis finalement derrière ça n'a rien donné, donc on voit bien donc nos politiques hein, sont cadenassés, et on l'a dit à plusieurs reprises. Donc vous voyez là par exemple Ségolène Royal qui a dû se raviser et manger son chapeau
de ministre, hein, de peur de créer un incident diplomatique avec Ferrero, donc tout puissant. Et en fait, nous sommes en réalité au-delà, puisque aujourd'hui, nos dirigeants, certes élus hein, en apparence hein, par le suffrage démocratique, sont en réalité d'abord profilés, hein, on les choisit bien. C'est pour ça que si on parle d'Emmanuel Macron, il a été profilé, hein, comme le Premier ministre actuel, notamment par le groupe Bilderberg. Ils sont cooptés, puis promus par les médias, finalement, comme des simples produits, à l'instar de Nutella, pour que les consommateurs, plutôt, vous voyez, là, on a trusté le mot citoyen, qui est devenu consommateur, ne parlons même pas d'humain, donc ils votent, achètent, c'est du pareil au même, finalement, donc là, on retrouve bien hein, donc ce concept-là. On a vu une chronique passée humoristique, une sorte de détournement d'un homme politique. Vous retrouverez ça sur Internet. Donc c'est François Asselineau qui s'exprimait, je crois, sur un sujet... je crois que c'était sur le Nutella d'ailleurs, il me semble. Oui, c'était sur le Nutella. Et en fait, il y a eu un détournement qui a été fait en remplaçant ses paroles, en parlant de Benalla, de l'affaire Benalla. Finalement, vous voyez, on retrouve en fait ce détournement aussi qui correspond bien à la réalité. Et comme je l'ai dit, moi, cette affaire Benalla, c'est un écran de fumée finalement. Voilà, c'est un feuilleton, et puis les gens suivent ça. Donc très certainement qu'ils ont des indicateurs pour se rendre compte à quel point les gens sont férus de feuilletonnage politique, et donc c'est comme ça que finalement ils détournent les gens, les consommateurs. Donc aujourd'hui, c'est même plus les citoyens, donc des choses les plus essentielles. Je vais vous passer un extrait, puisqu'on va parler maintenant santé. Vous voyez, là, on essaie vraiment d'aborder toutes les questions santé, bien-être. Donc, les ingrédients, apparemment, seraient cancérigènes, selon le professeur et cancérologue Henri Joyeux, qui a pointé, vous allez le voir sur cette vidéo-là, très très courte, hein, du doigt Nutella contenant cette huile de palme en abondance. Et il y aurait du carbamide duré, donc qui porte le numéro E927B. Donc d'ailleurs, c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on retrouve quand on lit les emballages, hein. On ne voit jamais le nom complet, on trouve toujours des codes, c'est plus facile comme ça permet de dissimuler. Donc l'urée est le principal déchet excrété dans l'urine. Vous connaissez Nutella? Ben, je vais vous donner la formule. Dans le Nutella, il y a quoi? Il y a du chocolat, il y a des noisettes, il y a du beurre, du sucre, il y a de l'huile de palme qui vaut que dalle. Ça vaut que dalle. C'est dangereux pour la santé. Et puis vous avez à la fin un produit qu'on appelle le carbamide. Alors ça, les étudiants en médecine le savent. Le carbamide, c'est tout simplement ce qu'on élimine dans les urines. Ça donne le goût un petit peu amer. Oui. Alors récemment, une maman m'a dit, moi ma petite, elle vous a écouté sur YouTube et elle m'a dit, maman, je ne veux plus de Nutella. Pourquoi ma chérie, t'étais tellement accro de Nutella? Parce qu'on fait pipi dedans. J'ai trouvé ça délicieux. Mais c'est la vérité. Alors on ne fait pas pipi dans du Nutella, c'est évident. Mais on met un produit qui est destiné à vous rendre accro par la légère amertume qui est donnée. Ce produit-là, laissez-le aux Italianos. Vous suivez? Bon, il faut le laisser aux Italiens. De la même façon qu'il faut laisser les McDo aux Américains. Vous voyez, nous avons, nous, tout ce qu'il faut pour notre santé. Vous verrez qu'il y a une panoplie d'articles, hein. Aussi plutôt, certains peuvent être contradictoires, mais j'avais relevé, moi, depuis un moment, en mai 2016, que l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, EFSA, a inscrit donc le Nutella dans la liste des produits alimentaires potentiellement cancérigènes à cause de son principal ingrédient, l'huile de palme. Donc le Nutella contenait même de la FALT. Alors, c'est un peu dur à prononcer, c'est une nanoparticule très dangereuse que la firme dit depuis avoir retiré de sa recette, mais pendant combien de temps les Français ont-ils, avant le retrait, si retrait il y a, été empoisonnés en toute impunité? Donc malgré ces informations qui sont sur la place publique, donc le consommateur, comme vous pouvez le constater, va continuer à acheter et manger du Nutella en grande quantité. Donc les amateurs de Nutella, en plus il y en a même qui hurlent à la mort sur les réseaux sociaux et ne décolèrent pas quand une association de consommateurs allemands a remarqué un changement notable dans la recette de Nutella, Ferrero, qui aurait en effet ajouté une part non négligeable de lait en poudre, 6,6%, qui est passé en fait de 6,6% à 8,7%. Alors c'est vrai que le cacao devient de plus en plus cher sur les marchés. Le cacao s'échangerait à plus de 2200 $ la tonne. Donc c'est vrai que le groupe a essayé à chaque fois d'être rassurant. Il n'empêche que l'industriel continue à utiliser de l'huile de palme, accusée donc par cette agence
européenne, la sécurité alimentaire, d'être potentiellement cancérigène. Pareil, hein, il ne faut pas se laisser tromper, on en a déjà parlé brièvement dans d'autres vidéos, donc par ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire l'éco-blanchiment, puisque Ferrero, en fait, pour se dédouaner, pour essayer justement de tranquilliser le consommateur et pour faire face à toutes les critiques qu'il commençait à recevoir, en 2005, hein, il s'était engagé pour une huile de palme dite durable, c'est-à-dire engagé à replanter à chaque fois derrière des arbres hein, qu'ils avaient dévastés pour planter les palmiers à huile. Bon, ça c'est une ficelle marketing l'éco-blanchiment, hein, donc qui est quand même assez connu. Donc, il consiste en fait pour une entreprise à orienter sa communication vers un positionnement écologique pour redorer son image de marque en achetant des labels, mais pour en réalité continuer à produire en déforestant. Donc ce label RSPO et cette communication très pointue de la firme permet ainsi de déculpabiliser et de créer le doute dans l'esprit du consommateur, de toute façon déjà conquis par le palais et les papilles gustatives, donc d'agents de saveur dont vous avez entendu parler tout à l'heure, professeur Joyeux. Donc la firme, moi, je sais qu'elle elle fait en fait cette démarche. Elle sait hein, que sa démarche, elle n'est pas parfaite. Elle se défend en fait hein, que quand même cet organisme, elle mérite d'exister, parce qu'elle a commencé à être un petit peu perçue à jour. Et de toute façon, là où elle essaie de se défendre, c'est qu'elle dit que la transition totale de l'huile de palme vers le colza ou le tournesol, par exemple, serait impossible car ces deux huiles auraient un rendement 6 à 10 fois inférieur à celui de l'huile de palme. Alors, où trouverait-il donc la place pour ces exploitations pour générer autant de ventes et profits? Alors, il se drape derrière le fait que cela va cacher d'autres problèmes environnementaux. Mais la question à se poser, c'est le Nutella est-il essentiel à la survie de l'humanité? Parce qu'eux, ils disent qu'il n'y a pas assez de terre, finalement, pour cultiver leur palmier à l'huile, quoi. Vous voyez, et qu'eux, ils ont besoin de beaucoup d'huile pour faire du Nutella. Mais il faudrait mieux garder ces terres-là plutôt pour donner des aliments, pour produire des aliments qui nourrissent vraiment l'humanité, plutôt que d'avoir des produits voilà, non seulement de pied de qualité, et en plus qui dévastent l'environnement, notre santé. Donc voilà, ces terres arables hein, qui sont des places dorées pour l'agriculture, ne seraient-ils pas plus utiles pour des exploitations qui nourrissent vraiment? Donc voilà, hein, donc vous avez maintenant quelques éléments pour vous faire votre propre idée. Alors vous savez maintenant pourquoi les consommateurs français, mais aussi du monde entier, détiennent dans leur acte de consommer et leur choix d'achat le pouvoir de décider quel monde nous voulons. Hein. Il y a donc un travail de prise de conscience, d'introspection, de remise en question en profondeur de notre façon de consommer, vous l'avez compris, pas seulement pour des raisons éthiques, environnementaux ou de santé publique, mais aussi pour des raisons démocratiques, de liberté individuelle également et d'humanité. Hein. L'humanité et spiritualité sont liées, vous l'avez vu, à Neptune en Poisson. Donc il y a à la fois la planète de l'humanité et la spiritualité. Donc ce qu'il faut, c'est de ne pas se laisser diviser. Et c'est vrai qu'Uranus, Neptune, on l'a eu à plusieurs reprises dans l'humanité, notamment assez récemment, donc au moment de la révolution industrielle, dans les années 1825, où c'est les élites, les capitalistes qui ont exploité Neptune, c'est-à-dire Uranus qui a exploité Neptune en divisant, si vous voulez, le peuple qui est symbolisé par Neptune. Et on a eu à nouveau ça, ce retour de ce cycle-là en 93 avec la conjonction, la même conjonction identique en Capricorne, on en a déjà parlé, et là on retrouve encore ça, et là vous avez la même chose, à chaque fois on essaye toujours de diviser, d'enlever cette foi-là, c'est pour ça que la foi est très importante, de se dire que finalement si moi je prends cette décision-là de consommer, d'arrêter de consommer certains produits, ou d'orienter en tout cas vers des produits beaucoup plus sains pour tout le monde, environnement compris et nous-mêmes, il y a un respect de tout, et bien de penser, d'avoir la foi que tout le monde va le faire, ou en tout cas beaucoup de gens vont le faire, et que ça va changer quelque chose, parce que c'est ça le but, c'est que les industriels en fait jouent beaucoup sur l'individualisme, donc là on retrouve Uranus, donc qui en fait, quelque part, nous enlève aussi, nous ont enlevé progressivement cette foi, quelque part. Vous voyez, même si vous n'avez pas la foi en Dieu, alors après chacun sa religion, etc., mais d'avoir au moins foi que c'est possible que les consciences, comme je vous l'ai démontré, donc collectives, comme la science d'ailleurs l'a démontré, par le biais justement de l'expérience dont je vous ai parlé, eh ben, est-ce qu'on est capable tous d'avoir la foi? Et là, normalement, avec l'alliance d'Uranus en taureau, donc taureau signe de la nature, qui va former progressivement un sextile à Neptune, est-ce que voilà, de plus en plus de gens vont aller vers ça ou pas? Donc là, il faudra en discuter, mais ça a un impact très important. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard.
Et d'ailleurs, je vais vous parler dans une deuxième partie de vidéo, pour le coin des passionnés, on va parler vraiment astrologie cette fois-ci, et voilà, essayer de savoir pourquoi il y a ce succès hexagonal monumental du Nutella en France. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie, et merci de votre attention.